Est-ce que l'homme il est arrivé à son stade ultime de développement? Non, on continue, regarde, on n'arrête pas d'évoluer. C'est quoi alors les futures évolutions? Déjà, on externalise tout. Déjà, tu as externalisé la digestion. On a externalisé les mémoires, on a externalisé notre communication. Maintenant, on parle quasiment par télépathie. Tu vois, bientôt la reproduction aussi. Quoi? Bientôt la reproduction. Bientôt la reproduction, on fait des injections, tu sais, on peut même avoir 2 hommes qui adoptent un bébé, qui prennent une porteuse. Non, mais c'est du délire, si tu veux. Mais bon, ça va se réguler, c'est des excès. Mais on externalise tout, tu vois. Parce que de toute façon, physiquement, on est limité. Intellectuellement, on est quand même limité. Notre cerveau ne peut pas grossir indéfiniment. Physiquement, ça restera comme ça. Non, mais non, parce que de toute façon, on a des parties qui disparaissent, d'autres qui se développent, on a des zones du cerveau qui doivent être plus sélectionnées. Tu vois maintenant les gamins, tu vois, qui est-ce qui a des gamins? Ils sont grands. Les petits, qui est-ce qui a des petits? Tu vois, avec l'iPad, il est directement en train déjà de toucher, machin. Ça fait des bébés qui vont être sélectionnés sur les... C'est celui qui aura les plus grandes aptitudes à travailler sur l'ordinateur, à être vif là-dessus, qui pourra jouer. Après, tu vois bien qu'il y a moins de sélection sur les mecs qui ont des problèmes de vue, parce qu'on arrive à faire des cristallins, c'est des cristallins, c'est ça, à l'externe, tu vois, avec les lunettes, tu vois, même les diabétiques, comme je disais, ils peuvent maintenant survivre, et puis c'est le diabétique intelligent qui pourra transmettre ses gènes. Bon, tu vois, les diabétiques beaux garçons, mais les diabétiques, avant, les diabétiques étaient condamnés, par exemple. Il y a quand même des évolutions. Et dans le sagesse, par exemple, on les retire, mais même on les perd. Tu vois, les mecs ne meurent plus maintenant d'une infection de dents, tu vois. Donc d'un autre côté, on peut s'affaiblir quelque part, tu vois. Des fois, on combat pas mal de maladies, donc on s'affaiblit. De toute façon, à long terme, les trop tarés, c'est pas méchant quand je dis ça, hein. S'ils accumulent trop de tard, c'est fini, ils ne se reproduiront plus. Mais on peut compenser ces tares, tu vois. Mais bon, il faut que le mec, après, se marie avec une belle fille, bien en forme, qui vient d'un pays, je sais pas moi, un homme d'affaires petit avec des lunettes, tout ça. Évidemment, c'est la choix, il pourra tout le temps prendre une belle call girl, qui, même si elle n'est pas forcément très intelligente, avait un beau physique, et bien, il pourra compenser un peu, tu vois. La nature trouve tout le temps des voies pour compenser. Mais l'évolution n'est pas finie, elle se continue. Mais c'est l'externalisation de tout. On est limité physiquement, tu vois. On ne peut pas avoir un cerveau comme ça. Il consommerait trop de glucose, on a une pastèque sur la tête. Économiquement, c'est pas valable. Tu ne peux pas être une race de géants. Tu consommes trop. Il y en a eu? Non. Une race de géants? Non. Il y a des films. Non, c'est ce qu'ils disent, mais il n'y en a pas. Non, il y a eu des grands mecs, mais il n'y a pas une race de géants. Il y a 3-4 mètres, hein, quand même. Mais non, parce que les squelettes que tu as vus sur Internet, tout ça, c'est bidon. Ils seraient grands, déjà leur structure serait différente. Ils auraient déjà des poteaux comme ça, des articulations larges comme ça, et pas la même mâchoire. Tu vois, les éléphants, ils ont des trucs en poteau, même les girafes qui sont longues, tu vois leur articulation des genoux, elle est comme ça, et elle ne bouge pas beaucoup. Donc obligatoirement, leur structure ne sera pas la même que la nôtre. Tu ne peux pas avoir un mec de 3 mètres avec ma morphologie. Il serait obligatoirement avec des pattes plus courtes, moins mobiles. C'est une question de poids et de gravité. C'est une question de poids et de gravité. Les structures osseuses et musculaires ne pourraient pas tenir ne pourrait pas tenir si on avait la morphologie. Donc il serait obligé d'avoir des grosses jambes larges, un coussin sous les pieds énorme de gras pour éviter de s'affaisser, des grosses articulations comme ça, tu vois, et puis ça ferait pas les squelettes que tu as vus bidons à la télévision, tu vois. Il y a des personnes qui mesurent plus de 2 mètres, etc., et qui ont des gros problèmes articulaires. Et ils ont des gros problèmes articulaires, parce que c'est la structure, tu vois, les éléphants, c'est des tubes comme ça, et puis ils marchent comme ça, boum, ils marchent sur des colonnes, tu vois. Les girafes, pareil, c'est des grandes jambes, avec des poteaux comme ça, et dessous de la graisse qui amortit, tu vois. C'est des structures, les structures s'épaississent vachement. Donc c'est bidon, quand je vois ça, je dis merde. C'est des trucages alors? Ah oui. Parce que c'est écrit aussi dans les livres saints, donc je me suis dit, si les livres ont 2000 ans quand même, il y a mais dans 2000 ans, c'est mieux de dire qu'on a combattu une race mythique qui fait 3 mètres de haut, qui vient du ciel, que de dire qu'on a combattu une race de nains qui vient de la terre. Non, mais quand tu racontes à des gamins. Mais non, mais c'est vrai, c'est logique. Est-ce pas possible que les conditions étaient différentes il y a très longtemps que si la gravité était moins importante? Ah non, la gravité de la Terre, c'est la gravité de la Terre. Non, ce qui a changé, c'est l'atmosphère. Tu vois, les premières sorties de l'eau n'ont été possibles que parce qu'il y avait de l'oxygène qui a été produit par les plantes. Il y avait beaucoup plus d'oxygène avant. Quoi? Il y avait beaucoup plus d'oxygène avant. Ouais. Les insectes étaient énormes. Les insectes étaient énormes, tout ça.
Une dizaine de mètres, hein. Il y en avait. Mais sur des structures, les dinosaures, mais tu regardes les dinosaures, ils étaient les gros dinosaures, tu t'aperçois que c'est des grosses patounes, c'est boum, 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 avec des coups rigides, avec des tendons qui les tiennent comme des grues, tu vois, pour les tensions, et puis avec des gros os solides pour les contraintes de pression. Tu vois, c'est pas du tout la même structure. Donc un géant peut pas exister comme ça. Et puis consommerait trop, tu vois. Peut-être que pour répondre à la question sur l'évolution future, elle sera aussi une fonction de l'environnement qu'on va se créer. Et oui, exactement. C'est-à-dire que si on est de plus en plus pollué, il y a une sélection qui se fait terrible. Le problème de nourriture, etc. Peut-être que l'homme du futur sera celui qui saura résister à la pollution, qui n'aura pas besoin de grand-chose, et peut-être qu'après avoir grandi, on va retrouver un visage beaucoup plus petit, etc. Pas forcément plus petit, mais effectivement, déjà, on voit que les mecs qui ne résistent pas à la pollution, qui ne résistent pas aux pollutions particulières, bah, ils meurent. Les petits bébés, ils font de l'asthme et puis ils meurent. Tu vois ? Donc on a une sélection sur ceux qui ne font pas d'inflammation des poumons face aux particules. C'est horrible. Mais on est encore en pleine évolution. Tu vois ? Les pollutions particulières, la pollution gazeuse, les agents qu'on ne connaît pas, cancérigènes ou machin, il y a quand même des sélections qui se font terriblement, qui se font. Hein. On continue en permanence. Hein. Les allergies gluten, tu vois, on dit, c'est parce qu'on est passé au néolithique à la bouffe à la bouffe de céréales. Donc il y a encore plein de mecs qui font des allergies au gluten. Parce que c'est un mode de vie qui est relativement récent à l'échelle cosmique. Quoi, tu vois. Donc on a encore des mecs qui meurent de problèmes intestinaux jeunes avant d'avoir pu transmettre leur gène. Tu vois, comme... Après on a l'excès de graisse. On a encore de la sélection terrible avec les changements de mode de vie, particulièrement déjà chez les Indiens d'Amérique, qui s'étaient adaptés à une bouffe avec beaucoup de viande, avec tout ça. Quand ils sont passés à la bouffe McDonald's, ils ont du mal à assimiler les sucres. Je ne suis pas spécialiste, mais ils font tous du diabète, ils deviennent obèses et ils meurent, tu vois, des jeunes. Il y a peut-être aussi d'autres facteurs, notamment culturels. On peut imaginer que les populations, des peuples qui sauraient développer par exemple des cultures ou des modes de vie pour résister au stress, par exemple, seraient beaucoup plus capables d'avoir des enfants que d'autres. Donc, devenir comme ça, un facteur d'adaptation important. Oui, mais de toute façon, on continue. La nature trouve tout le temps une voie. Hein. Là, on est en train de voir qu'on dépasse les bords dans certains lieux, puis on est en train de faire des énergies propres. On s'aperçoit que qu'on déconne avec les énergies fossiles, tu vois. Même si elles ont participé au développement de l'humanité d'une façon fabuleuse, faut pas les jeter. Mais là, on arrive à un moment où la vie dans les villes, c'est dur, c'est pollué, c'est moche. Les gens retournent un peu à la campagne. Maintenant, ils ont les possibilités parce qu'ils peuvent déjà travailler un peu à la campagne. Ça change. Hein. Est-ce que vous pensez que le salariat actuel, je pense notamment aux emplois dans le tertiaire, peuvent mener à l'atrophie musculaire? Je pense notamment au fait de rester 10 heures assis toute la journée sur une chaise. Ah ouais. Est-ce que vous pourriez un peu développer, par exemple? Je ne suis pas spécialiste, mais musculairement parlant, tu as des pathologies de dos qui arrivent à cause du salariat. Ne plus bouger, tu n'as plus de circulation sanguine, tu as des dégradations, c'est pas bon. Hein. D'accumulation de gras, cholestérol, tu bouges pas, tu caractérises pas tes artères, parce que donc c'est très mauvais d'être sédentaire. C'est pour ça que tu vois tous les mecs du salariat, ils vont faire le footing du samedi, ou ils vont en salle de gym le soir, et faire... Tu vois, parce qu'ils n'ont pas le choix, en effet, pour bouger, pour être en bonne santé. Pour les plus rigides d'entre eux. Quoi? Pour les plus rigides d'entre eux. Tu sais, les Américains, ils sont pas trop cons, pour leurs salariés, ils mettent des salles dans leurs entreprises. Hein, parce qu'ils ont bien compris que la santé intellectuelle et physique, le salarié passait par là. Et puis, un salarié qui est en bonne santé, il va bien produire, ramener de l'argent. Hein, puisqu'un mec malade, comme ça, dépressif, c'est nos monnaies. Donc, c'est pas valable pour lui, puisque lui, il pense en business. Puisque c'est la calorie qui compte pour lui, c'est ramener. Tu me ramènes de l'argent, on est potes, tu me ramènes pas, on n'est pas potes. Mais c'est pas méchant. Tu vois, d'un autre côté, c'est... En fait, je voulais prolonger sa question, parce qu'en fait, si on suit votre raisonnement, on va dire par exemple, si par exemple les gens de nos jours ils travaillent dans l'entreprise, donc ils ont des atrophies, s'ils font des enfants, est-ce que ça veut dire qu'ils vont être atrophiés aussi musculairement? Est-ce que ça va se transmettre dans la descendance Non. Parce qu'en fait, vous dites que c'est par exemple... Non, mais on n'est pas chez Lamarck. Pardon?
tu sais, tu transmets pas ta dégénération de la vie que tu as eue, tu vois. Ouais, parce que vous dites que par exemple, on est passé à la bipédie parce qu'on cherchait dans les arbres. C'est un mode de vie. Donc en fait, on a transmis à la descendance le fait que nous, on se lève. Non, on n'a pas transmis à la descendance parce que ça, c'est c'est pas méchant, tu le sais, mais toi, tu n'as pas compris les principes de l'évolution. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Non. On s'est levé, ça a apporté des avantages énormes. Tu vois, donc ramener de la bouffe, pouvoir faire ça. Donc Oui, c'est mais ceux. on a quand même modifié le squelette. Par exemple, si avant on était comme Oui. des pattes. Donc c'est ceux qui avaient le squelette le plus adapté qui ont été sélectionnés à ce moment-là. Et il y a eu une énorme sélection avec la bipédie, avec le mode de vie bipède. C'est-à-dire que quand tu es passé à la bipédie, quand tu passes à la bipédie, en forêt, tu n'as pas besoin de grands changements morphologiques. Mais quand cette bipédie est transmise, quand tu continues à avoir cette bipédie en savane, si tu veux, les singes, tu vois, qui connaît Ambam le gorille? Qui est-ce qui a vu, vous allez sur internet, c'est un gorille d'un zoo qui a dû voir quand il était petit ses soigneurs, et très petit, il a pris l'habitude de marcher debout, sur deux pattes, tac, 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 tac. Et quand tu le vois marcher, c'est dingue, il marche comme un homme. Tu le vois, il passe comme ça. Et là, tu dis merde, c'est un gorille, tu dis mais attends. Sauf qu'en bas, il ne peut pas courir. Mais il marche, parce qu'il a déjà sa colonne vertébrale, il n'a pas besoin d'avoir des mollets très puissants, donc il marche le pied plat, mais c'est pas grave, mais il marche comme ça. Tu vois, le truc. Et là, c'est comme ça, merde. C'est là où j'ai compris comment c'était culturel en partie la bipédie. Le seul problème, c'est quand tu passes en savane. En savane, tu marches à l'aise. Tu vois? Donc, tu marches à l'aise, tu peux aller d'un endroit à l'autre, c'est super économique parce que c'est juste un déséquilibre, stabilisation, déséquilibre, stabilisation. Avec la marche, tu récupères l'énergie élastique, l'énergie de la chute dans les muscles ischio-jambiers, tout ça. C'est des principes de marche pour vous expliquer, mais donc c'est cool. La marche, c'est super économique. Ça a permis à l'homme de coloniser le monde entier, puisque la course. Sauf que quand vient un prédateur, comment tu fais? Tu dois passer à quatre pattes pour aller vite. Parce qu'il continue avec un peu à quatre pattes. Et les minutes qu'ils perdent, ils se font bouffer. Donc c'est ceux qui étaient capables d'accélérer jusqu'à l'arbre, qui étaient les meilleurs. Mais un singe, il ne peut pas accélérer. Parce que pour accélérer, il faut un fessier. Il faut un fessier qui te ramène la jambe en arrière, comme ça, dans le démarrage. Après, l'énergie est stockée dans les ischios, tu la récupères sur les longues distances, tac, tac, tac. Mais au démarrage, tu accélères au fessier. Ton fessier, tu ne peux pas, il est mal placé. Tu as un os iliaque qui remonte jusqu'à là, tout plat, il n'est pas dans l'axe. Tu vois? Donc tu ne peux pas emmener ta jambe en arrière, tu es juste comme ça. Tu vois? Pour courir, il faut balancer sa jambe en arrière. Donc accélérer comme ça. Donc il y a eu une sélection sur celui qui avait un os iliaque un peu plus vers l'arrière. Tu vois? Il suffit que génétiquement, c'est les speech, comment on appelle ça, sur les gènes et zones qui accélèrent le développement de certaines parties du plan d'ensemble, qui accélèrent le développement. Donc ceux qui avaient un os iliaque légèrement déporté vers l'arrière, mais c'était infime au début, tu vois, pouvaient accélérer jusqu'à l'arbre. Pas énormément, pouvaient accélérer. Ceux qui avaient un bassin plus en largeur et moins en hauteur. Tu vois, parce que la hauteur, ça limite aussi les oscillements. Donc il s'est passé une sélection terrible sur le bassin. Et c'est pour ça que les australopithèques, quand tu les regardes bien, ce sont des chimpanzés, des grandes mains, des grands bras, des trucs comme ça, ils grimpent aux arbres, et tu dis avec des bassins d'hommes. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous passés, ils ont une période dramatique où ils sont passés dans l'estomac des prédateurs. Et c'est celui qui courait jusqu'à l'arbre, parce qu'ils sont des zones où ils ne peuvent pas... En forêt, tu montes, et puis il n'y a pas de prédateurs. Mais là, ils ont les gros lions, les grosses panthères, les trucs qui bouffent les gros herbivores avec des usines à fermenter et à casser la cellule. Donc ils sont gros, ils peuvent bouffer n'importe quoi. C'est dangereux, la savane. C'est une zone hostile. Donc ceux qui ont survécu, c'est ceux qui avaient le bassin légèrement et le sacrum déporté vers là pour pouvoir ancrer un fessier qui pouvait permettre une petite accélération jusqu'à l'arbre. Ouais, mais quand tu cours 20 mètres, tu cours pas 60, tu cours 15 mètres. C'est ça que vous voulez dire. Ouais. Ils étaient déjà nés avec. C'est pas un truc qu'ils ont eu après. Non, c'est-à-dire que le fait d'avoir juste une petite. Des fois, c'est des changements subtils de nucléotides qui font que, au fil du temps, ça devient plus marqué. Voilà. C'est-à-dire que l'évolution a pris un changement de direction. Au lieu de s'adapter dans les arbres, la sélection naturelle a été accentuée sur le fait de pouvoir courir. Et c'est ceux qui couraient le mieux, mais au début même une petite déformation vers l'arrière permettait de gagner 1 ou 2 mètres. 1 ou 2 mètres, c'est la vie. Hein. Quand tu es poursuivi par un lion, tu as bien vu les lions comme c'est dur. Un petit singe, hop, il monte à l'arbre, l'autre il est trop gros, il a du mal à monter. L'autre, hop, il peut monter. Donc, l'homme
l'homme, ce qui a sauvé l'homme, c'est son fessier. Son fessier, alors il s'est raccourci, il est monté en haut, tu vois, et on se retrouve avec des singes avec des fessiers d'hommes. Les singes, ils ont un fessier, on dit, ils n'ont pas de fessier, moi. Parce que moi, je reproduisais les schémas quand j'étais petit, qu'on voyait dans les magazines, dans les livres d'anatomie, puis les mecs, ils n'avaient pas fait de dissection de singe, tu vois. Moi, je suis allé voir la dissection de singe, tu vois. Donc, je me suis dit, merde, il y a une erreur. Et le singe, il a un fessier qui est fait avec un grand ischio, c'est le muscle là, avec une poulie de réflexion, qui est fait pour être extrêmement puissant d'ici à là. Donc, à quatre pattes, il se déplace. Il court vite, hein, tac, 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 au sol à quatre pattes. Quand tu passes debout, ça ne sert à rien. L'homme, il a un fessier qui est fait pour être puissant de là à là. Donc plus court, tu vois, raccourci, parce que le fessier du singe, il descend jusqu'à là. Très plat et là. Donc on a eu un changement terrible dans la fesse, plus que dans le pied au départ, parce que tu vois les marges, les empreintes de l'Aetoli, tu vois, en l'Aetoli, c'est ça, en Éthiopie, c'est ça, ou Kenya, je ne me souviens plus. Et ils ont encore des pouces opposables, tu vois, mais ils marchent sur deux pattes. S'ils marchent sur deux pattes, c'est qu'ils ont des fessiers, obligatoirement. Tu vois, ils ont des formes de leur côté, parce que dans la savane, tu meurs autrement. Donc, et les squelettes, tu t'aperçois que tu regardes le bassin de Lucie, c'est pas le crâne, ils ont un crâne de chimpanzé. C'est les fesses. Il y a eu une sélection terrible sur la fesse. Tu vois. Donc ça se passe comme ça, l'évolution. C'est petit à petit. Tu vois. Quoi? C'est une histoire de fesses. Mais non, pour être sauvé, c'est une histoire de fesses. Mais t'en as plein, t'as les mains. Hein. Non, mais ça veut dire que l'anomalie en question L'anomalie en question, si tu veux, n'a aucune valeur en forêt, mais te sauve la vie. Oui, mais elle est transmissible, c'est ça la question. Elle est transmissible, voilà, elle est transmissible. Elle était transmissible. L'anomalie en question était transmissible. Et il y a une super sélection. Il y a un changement. Il y a tout le temps des mutations en permanence. Il y en a des neutres. La plupart des mutations sont mauvaises et quelquefois il y en a une bonne. La plupart, c'est toi qui dis, la plupart c'est neutre, hein, on va dire. Bah, il y en a des neutres, voilà, parce que délétères ou bonnes, qui ont vraiment un avantage sélectif. Qui ont un avantage sélectif. Et une mauvaise peut avoir des avantages quand il y a un changement bonne climatique. dans certains cas, mauvaise dans d'autres aussi. Quand le milieu change, bah, celle-là est bon. C'est pour ça que le métissage, c'est bon, tu vois. Donc il faut dire oui, c'est bien, mais il ne faut pas en faire un projet culturel. C'est-à-dire que le racialisme, c'est bon si tu veux, puisque ça permet d'isoler des... la distance génétique, géographique est grande entre deux personnes. Quand elles font un enfant, normalement en théorie l'enfant sera en meilleure santé. Voilà. Ça évite la consanguinité, l'endogamie, voilà. etc. Mais, si tu veux, mais d'un autre côté, le racialisme, c'est-à-dire le fait d'avoir une race à part, ça permet, par rapport au climat, de sélectionner d'autres mutations qui pourraient être utiles quand elles vont passer dans un autre endroit, s'il y a un changement climatique ou s'il y a une adaptation, si tu veux. Le racialisme c'est bon, mais le métissage aussi. C'est-à-dire que ça permet à l'humanité de survivre, les deux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des isolations, mais il faut aussi qu'il y ait des transmissions de gènes. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, si les singes qui voulaient fuir les prédateurs, les survivants étaient les sprinteurs, pourquoi est-ce que l'homme est mieux fait pour l'endurance que pour le sprint? Non, l'homme il est fait pour le sprint court. C'est-à-dire, l'autre, la bête, elle arrive, il faut que tu cours jusqu'à là, et tu montes. Mais l'homme, il est meilleur pour l'endurance parce qu'il devait aller chercher de la bouffe très loin, comme c'était de la savane, et dans une zone où il n'y avait pas à manger. Donc, il a mis au point un système, par l'évolution, qui est économique, ça s'appelle la marche. La marche, c'est un des systèmes les plus économiques de déplacement. Tu vois? Donc, tu ne brûles pas beaucoup de calories avec la marche, puisque c'est juste stabilisation, chute, stabilisation, récupération d'énergie élastique, et tu vas chercher de la bouffe. Et on est super économique, on est capable de traverser des kilomètres pour aller chercher de la nourriture, et la ramener à la base aux femelles. Tu vois? C'est génial. Mais notre course n'est pas économique. Notre course est faite pour... notre course elle dépense vachement de calories. Alors comme on voit l'émission, on dit ouais, on est fait pour la course, on dit non, on n'est pas fait pour la course. Il y a des mecs qui courent très bien, on est fait pour marcher. On est capable de marcher des kilomètres sans se fatiguer, et en plus on peut ramener des trucs dans les mains. C'est génial. Tu vois? Mais ça a permis à l'homme de coloniser le monde entier, si tu veux. C'est fabuleux. C'est ma question, on parle d'évolution, mais au bout d'un moment, quelle sera la finalité de l'homme, quoi, finalement? Vivre. Je veux dire, je pense que la personne qui est spécialisée en génétique, je ne sais pas si me contredira, mais ce que je
préciser, c'est que les régions télomériques de nos chromosomes, les chromosomes, au fur et à mesure qu'on se reproduit, elles se raccourcissent. Comment? Elles se raccourcissent et qu'au bout d'un moment, finalement, on aura une dégénérescence. Et tu peux venir me parler, hein, si tu veux. Non, c'est bon, je vous laisse, je veux pas monopoliser le débat. Non, mais c'est intéressant, on est tout le temps sur Internet, c'est lui qui me ramène les trucs. Tu vois, parce que lui, moi je suis pas spécialiste, mais c'est lui, quand je dis un truc, il me ramène les trucs, il va faire les recherches. Là, c'est sympa. De toute façon, dans l'évolution, on va venir à plus, enfin, ça va être la symbiose de l'homme et la machine. On est en train d'isoler les gènes qui impactent tel ou tel trait, etc. Donc, on va compenser, on va améliorer ça, mais on va pas disparaître comme ça. Parce qu'il y a des phénomènes de télomérases aussi, par exemple, du chromosome Y pour les mâles. Oui, il devrait disparaître. Voilà. Dans plusieurs. C'est pour ça que je me dis finalement que la finalité de notre évolution, c'est pas c'est peut-être de tout maîtriser en fin de compte. Hein. Disparaître. Mais la nature, pareil, va trouver une autre voie pour qu'on continue à perdurer. Et on va quitter le. Déjà, on vérifie l'état. Hein. Tu vas vérifier si ton fils il est mongolien, si ta fille à l'hôpital, tu vas vérifier si tu. Et puis on fait. Le fait qu'il soit mongolien, c'est pas dû à la dégénérescence de. Non, mais déjà on commence à voir. Comment? On commence à voir qu'il y a des. On commence à éliminer les grossesses à risque. Voilà, les grossesses à risque. C'est déjà un début, tu vois. Je crois qu'on a un problème de fertilité aussi, je crois qu'on est de plus en plus fertile, que ce soit les hommes ou les femmes. Ouais, mais les deux combinés, ça fait vraiment très très long terme. Ça. Oui, très très long terme, mais on va dire, bon, voilà, l'histoire de l'humanité, on a déjà traversé tellement d'événements qui ont failli nous éteindre. Il y a un volcan, il y a 60 000 ans qui est entré en éruption, ça a eu un impact, ça a créé un mini-hiver comme ça sur toute la planète. On s'en est sorti. On s'en est sorti. Enfin, il y aura encore plein de boulots d'étranglement où il y aura des réductions, sûrement des réductions démographiques. Voilà. D'où l'avantage de ces goulots d'étranglement, d'où l'avantage des sélections, d'où l'avantage d'avoir plusieurs entre guillemets races, tu vois, qui permettent dans chaque endroit de sélectionner des mutations particulières qui nous permettent de. Donc l'objectif 2050, 9 milliards d'êtres humains. Oui, maintenant, le problème c'est que maintenant on est tous mélangés, si tu veux. Il y a moins ces sélections-là, tu vois. Mais bon, on arrive à gérer de plus en plus le système par la science, par la génétique, par tout ça. Par l'eugénisme, donc forcément. Ben, ça c'est le côté pernicieux de la chose, c'est qu'il va peut-être y avoir une élite qui aura sélectionné, enfin qui va se démarquer de tout ça, qui aura vraiment les bons gènes. Ce sera sûrement des gens d'une classe élevée qui auront de l'argent justement. Ça on va continuer ensuite. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Bienvenue à Gattaca, vous connaissez? Oui, bah voilà. C'est un peu le. Oui, mais c'est un réalité. Mais enfin bon, le monde moderne il est fragile, donc si cette minorité-là s'est adaptée, elle est devenue dominante dans le monde moderne, elle se mélange quand même. Le monde étant le monde, les mecs ils vont quand même avec des belles filles, des nanas. Donc c'est pas. Il y a tout le temps des passages. Donc, non, pas une super élite, mais il y a quand même. Je peux vous dire qu'il y a des Chinois en ce moment fous furieux qui cherchent vraiment à trouver les gènes de l'intelligence. Hein, mais vraiment. Le problème c'est qu'il y a plusieurs gènes. C'est polygénique. On les connaît. Pour l'instant, on sait quel nucléotide peut faire augmenter le quotient intellectuel de 1, 2, 3 points. Ça reste marginal, c'est faible. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs formes d'intelligence aussi. C'est une certaine intelligence qui n'est pas adaptée partout. C'est quand on parle des Européens qui ont tendance à se projeter dans l'avenir et à être des gens qui peuvent être dans l'anticipation et qui perdent la notion qui perdent le contact au présent, tu vois. Donc la sélection des Européens, comme je disais tout le temps, c'est la sélection des plus angoissés. Oui. L'angoisse de l'avenir, parce que quand les premiers sont arrivés, ils ont commencé à avoir les hivers. Il fallait accumuler. Quoi ? Il fallait accumuler, donc ça a été des accumulateurs et des angoissés. Tu vois. Mais l'Africain, il n'est pas accumulateur angoissé parce que le climat fait que il y a tout le temps de la bouffe. On est sous les tropiques, il y a tout le temps à peu près le même rayonnement, à peu près solaire, donc il y a tout le temps autant de végétaux. Je veux dire, bon, il n'a pas à combattre contre la mort de la nature. L'Européen, lui, tous les ans, il doit anticiper parce qu'il a la mort de la nature. Tu vois. Donc il doit se projeter dans l'avenir pour voir qu'est-ce que je vais faire pour ne pas mourir. Tu vois. Donc il est angoissé. Il a beaucoup de calories, mais il faut les stocker. Donc on a dit c'est un stocker, c'est un accumulateur.
Donc qui dit stockage, dit guerre, on avait dit. C'est pour ça qu'on est plus d'ailleurs endomorphe. Hein, L'Européen est beaucoup plus, il est plus gras, dire, il stocke du gras, tu vois. Il stocke du gras. Les Africains sont plus ectomorphes. Il stocke du gras et puis pour passer l'hiver. Et alors quand tu vois, la mode c'est l'Européen qui peut ressembler à un Africain tout sec avec les abdos, si c'est pas santé, ben, il va se bousiller la santé sur 10, 20, 30 ans, tu vois. On n'est pas fait pour être tout sec. L'Européen en général, le Chinois aussi, tu veux dire. On est fait pour garder une petite réserve pour passer l'hiver. Alors maintenant, ok, on a le chauffage central, on a les habits en polyamide, machin, la laine polaire, mais il y a encore quelques temps, pas si longtemps que ça, 50, 100 ans, on était près de la cheminée, et puis l'hiver c'était dur. Hein. On ne chauffait pas toutes les pièces. Bon, maintenant ça va, on a du chauffage nucléaire au fioul ou au gaz russe ou au gaz libyen, donc ça va. Mais bon, on est encore, l'Européen est plus gras. Et l'Européen est angoissé, comme je dis tout le temps. T'as pas Psychologie Magazine en Afrique. Non. Qu'est-ce que vous pensez de cette espèce animale qui continue à consommer des produits laitiers toute sa vie, qui plus n'est qu'une autre espèce animale? Qu'est-ce que vous pensez de cette habitude alimentaire? Ben, si tu le digères bien, tant mieux. Si tu le digères mal, ben, tu ne la vends plus. Quoi. Et puis tout le monde n'est pas adapté à ça. Hein. Les Maasai sont adaptés parce qu'ils ont cette habitude depuis des centaines de milliers d'années. Donc ils sont habitués à bouffer du lait. Donc il y a des rares d'Africains à avoir l'enzyme lactase pour assimiler le lactose, c'est ça. Et chez nous, pareil, c'est plutôt les Nordiques, ceux qui étaient près de la Baltique, qui ont cette enzyme lactase pour assimiler le lactose. Mais vouloir bouffer du lait comme ça après un certain âge, c'est entre guillemets une folie, quoi. Tu vas être malade. Ça fait la diarrhée, quoi. C'est 3 ans. Pendant 3 ans, le bébé sait digérer du lait. Ensuite, c'est plus délicat. Bon, ensuite, je pense qu'un Allemand du Nord, lui, il digère toute sa vie. Hein, ça reste de la calorie. Quoi. Ça reste de la calorie qui passe pour passer l'hiver, c'est bien. Mais bon, il faut encore être adapté. Les Allemands du Nord, tous les Nordiques, c'est les premiers peuples d'Europe. Tu vois, toute cette zone baltique, tu vois, c'est les premiers peuples d'Europe à avoir domestiqué les bovins, tu vois, pour le lait. Tu vois, et pas parce qu'ils sont plus intelligents, tu vois, parce que le climat était rude, mais il pleuvait tout le temps, il y avait de l'herbe grasse. Donc l'herbe grasse, c'est ce que bouffent les bovins. Donc ils bouffent au sol, et comme ils bouffaient en permanence de l'herbe grasse, comme il pleut tout le temps, il y en a même l'hiver, tu vois, on met un peu de foin, mais il y en a même l'hiver, ils avaient accès à cette source de protéines, qui est quand même une source de protéines et de graisse importante, qui leur a permis de survivre. Donc il y a eu une sélection naturelle, intense, surtout ces Nordiques, parce qu'il fait froid, tu ne vas pas mourir d'une indigestion ou d'une diarrhée si tu veux. Mais quand il fait froid, comme je dis tout le temps, tu as une bronchite plus une diarrhée, ton système immunitaire s'affaiblit, tu passes en pneumonie et tu meurs. Donc il y a eu une sélection intense sur les Nordiques, sur l'adaptation à l'enzyme au lait, donc ils ont l'enzyme lactase, et plus on descend au sud, moins ils l'ont. Ce qui est normal, parce que les vaches au sud, tu peux pas leur permettre, elles grandissent, et tu peux pas leur permettre de produire autant de lait, puisqu'elles n'ont pas accès à elles ont une croissance plus lente, tu vois. Pareil pour la viande. Hein. Et on bouffe de la vache en grande quantité dans les endroits où il y a beaucoup d'herbes, tu vois. Dans le reste du temps, parce qu'ils ont une croissance rapide et c'est productif. On tue les bœufs à 1 an ou 2, je sais pas, 2 ans, tu vois. Alors que dans les autres, pour qu'ils soient grands, il faut 3 ans, 4 ans. Et à 3 ans, 4 ans, la viande, elle est dégueulasse. Donc quand tu vas en Hongrie, comme il n'y a pas d'herbe au sol, il y en a un peu plus profond, parce qu'il n'y a pas d'eau, tu vois, il y a de l'eau un peu plus profonde, donc on met du maïs, bah, tu as des bœufs à croissance lente, donc tu ne peux pas manger du steak toute la journée, tu n'as pas de lait. Par contre, quand les bœufs sont vieux, tu manges du ragoût de bœuf, tu vois, parce que la viande est dure. Tout change en fonction du climat, tu vois, on est adapté à ça. Je veux dire une chose par rapport à cette histoire de lait. Quand génétiquement on n'est pas le côté d'enzyme qui permet de digérer le lait, je ne vois pas pourquoi après. J'ai pas compris ce qui se passe de parler de lait après. Non. C'est dans la digestion. C'est la digestion en fait qui s'arrête de produire la bonne enzyme assez tôt dans la vie. A priori, moi j'ai lu plusieurs fois, 3 ans.
Mais puis toutes les espèces animales fonctionnent sur ce principe-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le petit est définitivement sevré du lait, et l'homme, c'est tout de même la seule espèce animale qui continue à en consommer toute sa vie. C'est tout de même une performance. C'est une performance. Une bizarrerie biologique. Une bizarrerie biologique parce qu'on trouve la calorie, on peut. Hein. Et on sait s'adapter. Et puis on est observateur. La protéine, c'est aussi beaucoup de protéines. Mais la protéine, c'est de la calorie. De toute façon, la calorie, c'est combien 4 grammes, 1 gramme. 4 grammes pour la protéine, 4 grammes pour le sucre, 9 grammes pour et 9 grammes pour une calorie. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, si on se dit c'est que la protéine, c'est pas quand même l'élément le plus calorique. Non, c'est pas l'élément le plus calorique, mais c'est l'élément fondamental. Et puis quand on parle des morphologies des Allemands, tu vois, ils ont poussé au cartilage de conjugaison. Les peuples qui boivent du lait, ils ont une morphologie très particulière. Et ça, c'est pas forcément la sélection naturelle, tu vois. Les Hollandais, par exemple. Ils étaient petits, puis avec le développement du pays, ils se sont mis à bouffer du lait et tout. T'es petit, t'es quand même grand. Ils utilisaient ça. Ils utilisaient déjà le lait. Mais ils ont vachement poussé avec le lait. Tu vois, les Hollandais, ils sont super grands parce qu'ils sont gras de porc, lait. Et puis dans le lait, calcium, magnésium, on dit oui, mais on ne l'assimile pas, ok. Mais ils ont aussi, je crois, l'IGF-1, les hormones à l'époque, les hormones dans le lait. Donc ils poussent en hauteur. Ils poussent où? Au cartilage de conjugaison, tu vois. Ils n'ont pas le bassin qui se transforme, tu vois. Donc tu as des mecs avec des bassins d'Européens, donc tu sais, plats, cul plat, tout ça, avec des grandes jambes. Comme je dis tout le temps, moi j'étais sur un lac de Bavière, je vois les Allemands qui arrivent, des beaux mecs grands, tout ça, qui arrivent, puis quand ils tombent le pantalon, il n'y a pas de cul bombé, c'est le cul plat. Tu vois. Parce qu'ils ont grandi au lait. Ils grandissent à la wurst, à la saucisse et au lait. Tu vois, c'est les Allemands. Hein. Le français, il a une autre morphologie, c'est la nourriture, tu vois. Après, pour un bassin, pour le changement d'un bassin, c'est des adaptations climatiques plus longues pour la forme du bassin. Pour les Africains, les Européens, c'est des adaptations antérieures qui ont eu beaucoup plus de temps. Tu vois, le bassin de l'Africain, il est déporté vers l'arrière parce qu'ils sont habitués au chaud, donc grandes jambes, tu vois, pour thermoréguler, avoir plus de peau à l'extérieur, tu vois, donc buste court, grandes jambes, maximum de peau, glande sudoripare hyper active, couleur noire pour pas brûler, tu vois, c'est... Et puis bassin, comme ils ont des grandes jambes, attaque au sol faible, donc ils ont intérêt d'avoir un grand fessier pour amorcer la course, tu vois. Alors que l'Européen, lui, va marcher plutôt en mollet, parce qu'il se raccourcit, il fait froid. Et c'est pas maintenant, hein. C'est bien avant, c'est quand ils sont passés au paléolithique, tu vois, même avant. Avec le froid, ils sont raccourcis, donc jambes courtes, gros mollet, et puis cul plat. Cul plat parce qu'ils vont démarrer une course, ils vont marcher plus en mollet, le noir, il marche pas en mollet, il est tout en tendon, donc on y récupère de l'énergie élastique. Toc. Les Noirs, ils ont des tout petits mollets, hein. Ouais, ils ont les mollets beaucoup plus hauts. Les mollets courts, avec des gros fessiers, tout a été centré vers le haut, et puis c'est des grands membres pour thermoréguler. Parce que s'ils avaient un gros buste, tout ça, des jambes courtes, ils chaufferaient. Ils chaufferaient pas tout le temps. Les sélections naturelles, elles se font sur une période de crise. Ça veut dire la canicule en Afrique. La canicule en Afrique, c'est pas 42 degrés, tu vois, ça monte. C'est comme les périodes de froid les périodes de froid extrême, c'est pas moins 20 degrés, ça descend encore plus, et puis là, tout le monde qui meurt. Oui, pour revenir à la question sur l'évolution et l'âme des peuples, tout à l'heure, quand on disait que peut-être l'évolution future viendrait d'une symbiose homme-machine, etc. Et on l'a déjà. Enfin, je pense que là, on est un peu, après plus ou moins, c'est un peu de la science-fiction, à mon avis, parce que tous ces éléments-là dépendent d'un modèle de fonctionnement économique qui est extrêmement énergivore. Oui. Et cette énergie-là, on ne va pas l'avoir très longtemps. Peut-être qu'on en aura encore beaucoup dans le sol, mais il va se poser la question, à un moment donné, de pour avoir 1 litre de pétrole, on va dépenser 1 litre de pétrole. Ah bah oui, c'est le problème. Donc là, on va avoir peu d'énergie. Donc, est-ce qu'on pourra à ce moment-là continuer tout ce développement? On va être obligé de réguler. Ça reste très peu... Enfin, c'est très aléatoire. On va avoir une crise. Et je crois, moi, que pour oublier la question d'évolution et d'âme des peuples, tout à l'heure, quand vous disiez l'Européen c'est un angoissé. Je crois pas. Maintenant, c'est devenu un angoissé pour différentes raisons. Mais l'Européen, il a réussi à se développer parce qu'il a su résister à l'angoisse. Oui, mais l'angoisse a été un moteur. Oui, c'est un moteur, mais... Ça a été un défaut qui était une qualité. C'est que dans son âme, il a trouvé le moyen de résister à l'angoisse. Oui. Il a géré, de trouver quoi faire. Et peut-être que l'évolution future, les âmes et les peuples qui vont mieux se développer seront ceux qui développeront une culture pour résister à l'angoisse, mais aussi
n'oublions pas, pour beaucoup s'entraider. C'est-à-dire que le facteur d'entraide sera très important. Et ça, Darwin, il l'avait vu, parce qu'on n'arrête pas de parler d'une seule partie de son œuvre, qui est la sélection. Il ne faut pas oublier qu'il a écrit un autre bouquin qui s'appelle La descendance de l'homme, où il a montré que les capacités d'entraide étaient un facteur important de l'évolution. Ah bah oui, de toute façon, dès le début, dès qu'il y a eu le langage avec la libération des mains, ça a apporté une entraide fabuleuse. On pouvait organiser des choses, donc c'était une entraide. On pouvait organiser des chasses, on pouvait organiser des récupérations de nourriture. C'est à cause de ça, c'est l'entraide. Chez l'homme, c'est l'entraide, mais d'autres animaux s'entraident. Les chiens, tiens, ton chien, t'as vu, il communique aussi, il arrive à communiquer un peu des notions, mais de temps et d'espace, mais il a du mal. Quand il veut indiquer une direction, il tourne, tu sais, pour indiquer, je vais, mais avec tout son corps, c'est pas top, tu vois. Quand tu as les bras, tu peux faire ça, puis avec ta direction. Ouais, mais l'homme, c'est ça, c'est l'entraide. L'évolution et l'âme de la France, ce serait quoi? L'évolution et l'âme de la France. Ouais. Niveau morphologique, comment on se définit? C'est plutôt au niveau européen. Moi, je dirais, c'est quel est le problème, quels sont les problèmes des Français actuellement. Tu vois. Le problème des Français actuellement, c'est notre structure de caste. C'est le vrai problème économique en France. On a une structure en caste qui est héritée. On est des plus vieux États, de grands États européens, hein, parce que vous voir l'évolution de l'Europe. Et on a une structure de caste, tu vois. C'est-à-dire qu'on ne monte pas socialement, c'est une structure celtique, c'est resté de la base celtique. Donc, par rapport à la globale planète, on n'est pas efficace, tu vois. C'est les fils d'eux qui reprennent les postes à chaque fois. Donc il y a un malaise en France, c'est-à-dire que le travail n'est pas récompensé. Vous ne montez pas socialement. Est-ce que vous trouvez que vous arrivez à monter socialement quand vous bossez? Non. Non? Qui est-ce qui a fait une montée sociale super? Partant d'en bas, montant en haut. Non, vous restez, en général, en France, on meurt, on est. Tu vois, c'est un système de caste. Donc c'est le réel problème de la France. Ça marchait avant, parce que ça permettait d'avoir une structure relativement stable, tu vois, sans guerre, sans machin. Mais maintenant, face à la globale planète, tu vas faire quoi? Quand tu as des multinationales qui arrivent, où c'est pas le fils d'eux dégénéré qui prend le poste, ce sont des multinationales avec des actionnaire qui vont choisir le mec le plus performant. Tu vois? Donc on n'est pas compétitif. Donc il y a un big problème. Ça vient aussi, quand tu vas en Allemagne, c'est pas du tout la même chose. L'Allemagne, qu'est-ce qui a été en Allemagne ici? En Allemagne, hein, c'est pas pareil qu'en France. On est dans une méritocratie. Celui qui monte, c'est celui qui est le meilleur dans son boulot. Donc il monte doucement, tu vois. Ça fait... non mais... si quelqu'un veut me contredire, d'accord. Mais... quoi? Parce que moi je pense que j'ai lu, enfin c'est dans Sciences et Vie, ouais. J'ai lu un article, il y a des étudiants américains qui ont fait une étude, ils ont montré qu'il y avait plus de brassage social en France qu'aux États-Unis. Non mais attends, je parle de brassage social, je ne parle pas de caste. De brassage social. Oui, mais le problème, c'est-à-dire qu'il y a plus de méritocratie en France qu'aux États-Unis. Il commence de nouveau à être beaucoup en strass. Parce que celui qui n'a pas de pognon, il ne fait pas d'études. Ou alors il se paye des études à $200 000 qui ne servent à rien, mais on était avec. Mais non, les écoles américaines, elles font pas ça. Elles font venir elles sont payées par les riches, et ils font venir des mecs du monde entier, dans leurs écoles. Et quand ils sortent de leurs écoles, le système scolaire américain est fait pour absorber tous les cerveaux du monde. Ils les font venir gratuitement par des bourses dans leurs écoles, les meilleurs, hein. C'est financé par les riches qui envoient leurs gamins dans les écoles parce qu'il y a les meilleurs profs et les meilleurs mecs qui en sortent. En général, c'est pas forcément le gosse de riche qui va sortir le premier. Et quand le mec est bon aux États-Unis dans une école, il vient de l'étranger des fois, on lui fait un pont d'or pour bosser dans des grosses entreprises où là il peut réussir. Ça se passe comme ça en Amérique. Non mais enfin, on parlait de brassage social. Ouais. En France, il y a plus de brassage social que d'éducation qu'aux États-Unis. Ça, c'était cette étude qui l'avait montré. Et notamment du fait qu'en France, les études sont beaucoup moins chères. Elles mènent à rien. Exactement. Mais elles mènent à rien, les études en France. Les mecs, maintenant les ingénieurs, ils partent à l'étranger. Il n'empêche qu'actuellement, par exemple, parmi les polytechniciens, il y a beaucoup de gens qui sont issus de fils de profs, par exemple, qui ne sont pas parmi les plus riches, mais qui peuvent. Et donc, ce système
système-là permet plus de brassage. Après, le problème, c'est que ceux qui acquièrent des compétences, c'est la façon dont ces compétences vont être utilisées. En France, c'est beaucoup fait pour faire fonctionner des systèmes extrêmement complexes que pour faire de l'innovation. La France, oui, la France est fait pour ça. C'est ça notre problème. Mais il y a plus de brassage social en France qu'aux États-Unis. Ceci dit, les États-Unis, ils vivent sur une immigration quand même importante des cerveaux. Hein, ils prennent les meilleurs du monde entier. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un brassage social. Quand le meilleur il arrive, il monte, hein, tac. Tu vois. Enfin, faut quand même. Enfin, là aussi, je me demande si, mais c'est un autre sujet, si on ne se fait pas des États-Unis une sorte de vision où, soi-disant, enfin. Bon, non, mais moi je ne me fais pas une vision idyllique des États-Unis. Leurs enfants dans des universités, et c'est pas pour que leurs gamins après ils deviennent balayeurs. Non, non, ils vont aider le gamin, mais l'Américain, comme il fonctionne, s'il y a un mec qui est bon dans sa société, il va le faire monter le plus haut possible. Et souvent, tu as pas mal de multinationales, de grosses sociétés avec des actionnaires. Les Américains, c'est des sociétés actionnaires. Et la société actionnaire, elle en a rien à foutre d'où vient le mec, du rang de la famille, d'où il vient, hein, à l'arrière en politique, mais dans les grosses industries, non. Ils vont choisir le mec qui est le plus performant, en général. C'est les actionnaires qui choisissent. Mais en France aussi, il faut attendre, effectivement, il n'est pas... Les problèmes de réseau sont aussi importants aux États-Unis. En France, il n'y a pas de montée sociale. Je ne vois pas de montée sociale. Moi, je suis en Allemagne, je peux te dire que les mecs, je vois en Allemagne, ils montent socialement au boulot. Ils montent petit à petit. D'ailleurs, la structure sociale de l'Allemagne, c'est des mecs qui sont très mobiles jusqu'à 30-40 ans. C'est-à-dire qu'ils font toutes les villes dans les industries, ils montent, et après, ils stabilisent. Ils peuvent monter encore plus haut, tu vois. Et c'est le plus compétent qui prend le poste, en général. Il n'y a pas de fils à papa. Tu vois, la reproduction dans une entreprise, l'Allemagne c'est quoi? C'est un tissu de PME et quelques grosses entreprises. Et les grosses entreprises à l'extérieur, à l'export, elles vivent sur les PME qui sont le cerveau de l'Allemagne. Tu vois? Donc ils font toute l'ingénierie en Allemagne, dans tous les Länder, dans tous les pays, dans tous les machins. Toutes ces PME, c'est l'énergie de l'Allemagne. Et la production, ils font essentiellement en Europe centrale ou dans d'autres zones, où culturellement, il y avait déjà des sages, des trucs, des machins, des Allemands, des groupes d'Allemands qui étaient dans les villes en camembert, qui étaient là. Donc ils ont récupéré les usines après le c'est pour ça que l'Allemagne se porte bien, après la chute du communisme. C'est normal qu'ils aient récupéré les usines, c'était à côté d'eux, ils avaient déjà des mecs qui allaient là-bas, il y avait les mecs d'Allemagne de l'Est. Donc ils ont modernisé les usines. Ils utilisent des productions à 400 €, les mecs, les petites mains à 400 €, 500 € par mois, tu vois. Et ils produisent des Mercedes, des Audi, tout ce qui est la production grande quantité, c'est l'Allemagne. Mais toute l'ingénierie, haute technologie, c'est les PME allemandes. Et les PME allemandes, elles ne sont pas imposées comme nos PME françaises, qui sont imposées à mort. Et les salariés allemands ne sont pas aussi imposés que nos salariés. La vie est beaucoup moins chère en Allemagne, tu vois. Donc ils peuvent. Ça, c'est des mesures économiques. Non mais ils peuvent produire. Mais pourquoi ils produisent bien? Parce que les grosses sociétés qui produisent à l'étranger ramènent une partie de l'impôt et participent à l'impôt allemand. Nos entreprises du CAC 40, elles ne ramènent pas l'argent au pays. Donc sur qui l'État français va récupérer l'argent? Sur le contribuable, sur la PME, sur le patron de PME et sur le salarié qui sont imposés à fond. Tu vois? Donc on n'est pas compétitif. On n'est plus compétitif. On a des bonnes écoles, on a des bons ingénieurs, on avait encore ça qui restait, mais par rapport à la planète, on est écrasé par l'Allemagne. Parce que le système allemand, c'est un système réellement socialiste. Tout le monde participe à l'impôt d'une façon équitable. En France, les grosses sociétés, excuse-moi, les CAC 40 ne sont pas beaucoup imposés. Les autres, ils ramènent pas parce que les Allemands, ils ne ramènent pas l'argent parce qu'ils aiment bien parce qu'ils sont sympas, parce qu'ils savent que leur grosse société, l'innovation vient des PME. Et vient de la haute technologie des PME. Tu vois, des mecs qui travaillent, qui montent. Et en Allemagne, on monte au mérite. En France, on ne monte pas au mérite dans les PME. Non mais attends, un patron de PME, excuse-moi, un patron de PME allemand, quand il a un bon ingénieur, il l'invite, je dis tout le temps ça, il l'invite à table pour lui présenter sa fille. Tu vois? Ce qui permet de garder l'énergie dans la famille, tu vois, dans la race, tu vois, à
travers les Allemands, et pouvoir après avoir une PME qui fonctionne bien et qui est énergique, avec un mec qui sait la gérer. En France, moi j'étais confronté à ça, le patron de PME, s'il a un bon ingénieur, il ne peut pas lui présenter sa fille. Sa fille, elle va rencontrer un copain dans un rallye, tu vois, qui est un mec qui vient du même niveau social, la même strate. Alors c'est bien quand tu as un État centralisé, une royauté, machin, ça fonctionne bien dans un grand État, mais maintenant avec une concurrence mondiale, t'es fini, parce que le mec, il n'est pas forcément fort, tu vois. Pour gérer la France, ça va, mais dès que tu es en concurrence extérieure, tu as des mecs qui sont puissants. Ça va pas. Tu peux pas prendre un minable pour récupérer la PME, alors tu t'effondres. Alors, où tu as les grosses... ils se font racheter par des multinationales. Après, moi je vois autour de moi les PME qui tombent et qui se font racheter par des boîtes étrangères au sein d'une grosse société. Tu vois, hop, ils tombent. D'un autre côté, c'est un mal pour un bien. Mais nous, on s'effondre, mais on a encore tout ce système. Je suis désolé, la France est un pays de caste. Moi, je le vois par mes yeux. Et enfin, ce que vous dites est confirmé par des études internationales menées par l'OCDE, le système PISA, programme international de suivi de l'éducation, etc., prouve dans son étude la plus récente que la France s'est déclassée et de plus en plus médiocre dans les possibilités qu'elle donne aux enfants de familles modestes d'accéder à des supérieurs valables. Voilà. Il n'y a aucun passage. On donne le bac à tout le monde, mais c'est un bac bidon. C'est un bac bidon. L'Allemagne, moi je ne dis pas que l'Allemagne c'est super, mais l'Allemagne, ce qui compte essentiellement, c'est l'apprentissage. C'est l'homme qui a prouvé qu'il pouvait réussir par lui-même. On méprise le fils d'eux. Il y a une noblesse, mais la noblesse, ce n'est pas la même noblesse que la noblesse française. Qui est-ce qui faisait à l'époque la loi en Allemagne? C'était les corporations. C'est les corporations qui sont très puissantes en Allemagne, tu vois. C'est elles, à l'époque, qui élisaient leurs nobles. En partie, tu vois. C'est elles. Non, c'est les syndicats. Quoi? C'est pas les corporations, en Allemagne. Oui, mais il y avait les corporations. Avant les syndicats, tu as eu les corporations. En France, on a des syndicats pour avoir des acquis sociaux. Parce qu'on a un système de caste. Alors, en France, comme tu ne montes pas socialement, tu fais la grève pourquoi? Tu fais la grève pour avoir les 35 heures, pour avoir une cafétéria, pour avoir des acquis sociaux. Tu ne fais pas la grève pour monter socialement. C'est pour ça qu'on est considéré par tout le monde comme des grévistes, comme des paresseux. Et c'est pas parce qu'on est méchant. Comment veux-tu avoir envie de bosser dans un pays quand tu sais que tu n'as pas d'espoir de montée sociale? Tu dis, ben écoute, moi je vais faire chier le patron, je n'ai pas de montée sociale, par contre, je veux avoir des chèques restaurants et je veux avoir une journée de plus ou des vacances en plus. Non mais c'est pas vrai. Je crois qu'il faut faire attention aux images épinales. Les réalités sont un tout petit peu. L'Allemagne va mieux, le flou. Elle va mieux quand même. Certains Allemands, mais c'est aussi beaucoup dû aux mesures Schröder, au fait que l'Allemagne s'est orientée vers un modèle qui était volontairement exportateur. En cassant certaines choses, en faisant en sorte qu'il y ait des Allemands qui bossent un peu trop d'heures, en faisant travailler l'Europe de l'Est, etc. Mais non, mais c'est pas en faisant travailler l'Europe de l'Est. C'est que eux, ils pouvaient le faire. C'est que eux, ils ont les moyens de le faire. Nous, comment tu veux qu'on exporte des trucs de qualité? Tu vas pas tu veux exporter des Clio? Tu fais pas des berlingots? Ça intéresse personne. Les Tata, ils les produisent. Les Allemands, ils exportent quoi? Ils exportent de la haute technicité. Ils exportent des machines faites en petite quantité par des ingénieurs obsédés par la performance. C'est l'esprit allemand. Ils éduquent déjà leurs enfants comme ça. Quand tu vas dans les librairies allemandes, tu t'arrêtes sur l'autoroute, tu as des livres pour les enfants, pour les petits déjà en bas âge, c'est comment fonctionnent les grues, mon avion, et les mecs ils t'expliquent tout ça pour les gamins de 2 ans. Ils sont déjà formés en tant qu'ingénieurs performants dès qu'ils sont petits. Nous, non, les Français. Eux, ils ont une culture de la haute technologie, c'est-à-dire c'est celui qui réussit, c'est tout le temps vouloir faire mieux, c'est une obsession du travail, ils se projettent dans l'avenir. Hein. T'as qu'à voir, ne serait-ce que pendant la guerre de 40, la technologie de leur char. Ils étaient dans l'hyper-technologie. Donc, quand une usine en Chine...
C'est le T-34 qui a gagné, c'est le T-34 qui a massacré les tigres parce que ils étaient pas la campagne. Mais non, mais c'est l'obsession de la perfection qui a perdu l'Allemagne. C'est l'obsession de la perfection. Ils faisaient des chars hyper performants qui n'étaient pas capables de lutter contre le pragmatisme russe. Non, mais je veux dire, c'est l'esprit allemand. Je pense qu'il faut se méfier des images d'Épinal et des simplifications en la matière. Je pense que la réalité est un peu plus complexe. C'est l'image de l'Allemagne obligatoirement toujours à la pointe de la technologie, hyper efficace, etc. Et ils se perdent, c'est leur défaut aussi. À force de vouloir être trop complexe, tu rentres dans une berline allemande, il y a des boutons partout, c'est trop complexe, des fois. Mais tu as toutes les options. Les mecs, ils calculent, c'est des calculateurs, les Allemands. C'est des mecs qui sont dans le calcul le plus... ils se projettent dans l'avenir. On va prendre une dernière question, et puis je pense qu'on va pouvoir s'arrêter. L'évolution de la France sur le long terme, c'est tu vois bien qu'il faut un changement et que là, on est en train de... Non, mais d'accord, mais on est en train de se faire massacrer par les multinationales, se faire racheter de partout. Ah non, mais ça, on est d'accord sur le constat actuel. Mais sur le long terme, c'est quoi votre analyse de l'évolution de la France en fonction du sujet de... On est en train de s'écrouler, mais là, l'avantage, c'est qu'on a des gens qui commencent à prendre conscience grâce à Internet de ce qu'on est, réellement, de l'effondrement qu'on va avoir, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je parlais dans le passé, de votre regard sur le passé de la France, son évolution, etc. Déjà, il faut casser le système de caste, qui est en train de se casser tout seul. Tu vois bien que là, pour le moment, c'est la merde. Et moi, je ne prévois pas l'avenir. Ce qu'il faut, c'est changer les lois. Il faut déjà changer les lois. Il faut déjà permettre aux PME de pouvoir créer, produire plus facilement sans avoir toutes ces charges. C'est ça. On n'est pas performant par rapport au reste du monde. C'est aussi parce qu'on n'est pas un pays d'ouvriers, on était 5 pays de paysans à la base. Et tous les pays étaient à la base... C'est pas notre culture aussi, quoi. La culture paysanne, c'est quand même ce qui fait notre force. On est écrasé déjà par un impôt énorme. On était un pays de gestion. On a trop de fonctionnaires. On est le pays qui a le plus de fonctionnaires. Et les fonctionnaires, ils vivent sur qui? Ils vivent sur les travailleurs. Ils vivent sur les travailleurs. On a trop de fonctionnaires, peut-être trop de hauts fonctionnaires. Trop de hauts fonctionnaires. On a 870, je sais pas, on a presque 900 députés et sénateurs qui consomment tous les mois 20 000 € pour voter des lois. C'est du délire. L'exemple que c'était à l'instant dans une vidéo, c'était les 5500 généraux. Qui ne sert à rien. Les Américains avec les Chinois, mais... Non mais attends, c'est les Chinois qui ont plus de fonctionnaires, mais c'est un pays de gestionnaires depuis 1000 ans. Les Chinois, ils ont géré la Chine, c'est pour ça qu'ils sont très nombreux. Nous, on a des fonctionnaires qui vivent sur... Non, mais nous, on a des fonctionnaires qui vivent sur le travail des gens, sur les PME, pas sur l'exportation. On n'exporte pas assez, tu vois. Et on vit sur la dette. Pas tous les fonctionnaires, mais certains fonctionnaires ou fonctionnaires intermédiaires, parce que je peux te promettre que dans pas mal de professions, les fonctionnaires de base, etc., il y en a pas assez. On ferme les hôpitaux. L'enseignement, là, il y a quand même des gros besoins qui ne sont pas comblés. Non, mais c'est la folie. On a un système, tu veux monter une entreprise, c'est terrible. Tu as un système de loi qui est pesant. Tu vois, de législation, c'est une horreur. Les jeunes, mais c'est fait pour empêcher les mecs de monter. C'était un truc qui était fait par l'élite pour empêcher les mecs de monter. C'est tellement complexe que tu peux pas. Donc les seuls qui peuvent se payer, les avocats, les juristes, les mecs pour gérer le système français, c'est les multinationales qui embauchent des mecs qui ont de l'argent et qui peuvent rentrer dedans. Mais un Français qui voudrait avoir une montée sociale, il est confronté à quoi? Il est confronté au système législatif trop dur. Le système d'imposition. Tu peux éviter l'impôt, mais c'est terrible. Tu vois? Donc c'est pas... Et c'était les élites françaises qui avaient mis en place ce système pour pouvoir, la bourgeoisie, pour pouvoir empêcher les montées. Tu vois? Mais moi, à la base, je suis venu parler d'évolution. Hein. L'économie, moi, je veux bien en parler, mais c'est pas l'économie moderne, c'est pas ma spécialité. C'est sur ça que je vous relançais, quoi.
Sur l'évolution, mais en France, ça se passe comment? L'évolution en France, l'évolution en France, on est mal barré à cause du système celtique de caste. De la base, c'est le système celtique, quoi. C'est le système de caste. Ouais. Tu vois bien que les Allemands, c'est pas basé là-dessus, c'est basé sur la méritocratie. L'Italie, c'est basé sur les familles. L'État n'est pas puissant en Italie. C'est les familles qui récupèrent tout. Et puis il y avait des villes, mais il n'y avait pas un État puissant. Tu vas en Europe centrale, c'est pas basé sur un système de caste, c'est basé sur un système de copinage, de relations de village, comme en Russie. Qu'est-ce qui est déjà allé en Russie? Qu'est-ce qu'il connaît? C'est comme ça. C'est des potes qui montent entre eux, et qui sont puissants et qui essayent de prendre le pouvoir. Tu vois? Donc c'est assez violent. Mais c'est pas. En France, c'est un système de caste. En Angleterre, c'était un système de caste, mais différent. Tu vois? Avec quand même, on aidait les mecs en bas, et quand il n'y avait plus de place, on les balançait à l'export. Et ils ramenaient l'argent. Tu vois? C'est pour ça que les Américains, c'est des Anglais qui ont été balancés en Amérique et qui ramenaient de l'argent jusqu'au moment où ils ont dit attends, on en a marre, on leur ramène plus l'argent. Et puis c'était la guerre. C'était ça, non? C'était là-dessus que l'Angleterre s'est développée. Tu vois? Et au niveau morphologique, on a des spécificités ou pas? Qui, les Français? Ouais. Comme on boit moins de lait, on est moins grand. Comme on est moins nourri, on est moins grand aussi, tu vois, parce que la nourriture en Allemagne est plus riche. On a du lait. Tu vas en Europe centrale, les mecs sont nourris au porc et sont nourris au maïs, donc ça fait des mecs costauds, gras et avec d'hypercalories, tu vois. Les Russes, ils sont plus gras, mais en France, il y a plein de... Après, la France du Sud, la France du Nord, ça change un peu, mais tu avais des zones de localisation graisseuse chez les nanas, tu vois, parce qu'il y avait des pénuries de nourriture, donc tu avais pas mal de nanas qui ont les culottes de cheval. C'est un truc typiquement français, la culotte de cheval, tu vois. Tu rencontres moins en Allemagne, les mecs, ils ont un manteau de gras. Tu vois. Comme pareil les Russes, ça fait des belles nanas avec un manteau de gras partout. En France, déjà c'est plus chaud, et puis on stockait, c'est méditerranéen, le méditerranéen il stocke localement. Et l'Africain il stocke encore plus localement. Alors maintenant, avec la bouffe McDonald's, t'as des obèses, t'as des Africaines avec des culs comme ça parce qu'elles sont passées à la bouffe en excès. Mais la France, morphologiquement, en plus la France elle est mélangée maintenant. On a les colonies, les mecs sont venus, on les a fait venir pour remplacer les grévistes français. Et moi là-bas, non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Quoi? Les ouvriers trop chers plutôt. C'est pas un manque de volonté. Les ouvriers trop chers et qui bossaient moins. Bah, tu vas pas bosser si tu peux pas monter socialement. Un Allemand, il a tout le temps, excuse-moi, mais un Allemand, il a tout le temps la possibilité de monter socialement. Non? Non mais et qui est-ce qui est monté socialement ici? Moi, qui? Je sais pas, moi, mes grands-parents, par exemple, voilà, ils ont accédé à enfin, ça dépend ce qu'on entend par monter socialement, quoi. Est-ce que forcément le but c'est d'arriver dans la case du haut? Pas forcément, le but c'est peut-être d'avoir juste une maison, un jardin. Et ça serait bien, mais tu vois bien que la France est comme un pays qui est dirigé par les mêmes élites depuis longtemps. Ah oui, à ce niveau-là, à cette échelle-là, mais je veux dire, la motivation de l'ouvrier ou du paysan, c'est pas forcément de monter dans la grande caste, quoi. Ah non, il sait qu'il ne pourra pas de toute façon. Pourquoi veux-tu qu'il soit motivé par ça? Il ne peut pas. Moi j'ai fait des études après le bac. À un moment donné, dans la promo, on a regardé, on a fait un test, on a regardé qui était, de quel niveau social étaient les parents et les grands-parents de chacun. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui, par rapport à leurs parents ou grands-parents, étaient à un niveau déclassement social, dans les autres, étaient à un niveau de surclassement social. Il y avait des gens qui se retrouvaient à un niveau d'études de bac plus 3 ou bac plus 5 avec des parents ou des grands-parents qui étaient avant ouvriers, alors que d'autres, ils avaient des grands-parents qui avant étaient des hauts gros villages, ou qui étaient des grands propriétaires terriens, ou des propriétaires de villages extrêmement riches, etc. Donc, voilà, enfin bon. C'est pas une généralité actuellement. Et puis après, il y a eu les guerres, il y a eu les reconstructions, il y a eu les 30 glorieuses. Là, tout le monde pouvait monter socialement dans les ministères, créer sa boîte. Je dirais, bon, pour ceux qui, enfin, quand je regarde un peu l'air, à un moment donné, quand on voit l'interview de Bouygues, qui a dit clairement, on a fait venir des immigrés pour casser le marché du travail. C'est pas que en France, il n'y avait que des grévistes ou des fainéants, des mecs qui bossaient mal. Il fallait casser le marché du travail. C'est tout, parce qu'on craignait aussi les grèves, parce qu'effectivement, il y avait des gens qui pouvaient défendre une certaine organisation du travail. Et pourquoi ils faisaient des grèves? Ils faisaient des grèves, enfin. Comme ça. Oui, non. Non mais pourquoi? Le coup du français gréviste comme ça, parce que ça le prend. Et pourquoi le français fait des grèves?
Et à un moment donné, peut-être qu'il défendait certaines choses. Mais quelles choses? Peut-être le fait d'avoir une protection sociale, etc. Les acquis sociaux. Il se bat pour des acquis sociaux. Mais il est au sein d'une grosse organisation. Tu vois bien que la France n'est pas un tissu de PME extrêmement puissante comme l'Allemagne. C'est des grosses boîtes, la France, c'est des grosses boîtes avec des mecs qui montent, qui sont des castes et qui dirigent le haut de la boîte. Parce que l'Allemagne a peut-être une organisation où les régions réellement à poids économique peuvent aider momentanément une entreprise. En parlant de l'EDF avait acheté, sans se débarrasser, une boîte allemande qui s'appelait BMW. Bon, ça s'en est débarrassé un peu sur le dos d'une région qui a trouvé très intelligent de récupérer cette entreprise-là, qui était une entreprise où il y avait des centrales nucléaires. On s'en est débarrassé parce qu'on a su que l'Allemagne avait laissé tomber le nucléaire. C'est la région qui l'a repris, elle a voulu le reprendre, et plus prochaine. Ça, tant mieux pour nous. Est-ce qu'on imagine en France une région capable de reprendre une à deux centrales nucléaires? Mais non, c'est centralisé. Qu'est-ce que tu veux faire? Et je te dis que la France avait un problème parce que son problème c'était sa centralisation. Il y a aussi une question d'organisation. Pas seulement une question. On arrête, chef? On arrête. Et ouais, je suis 21h,